Donc ce soir, je voulais vous parler du Lakehouse. C'est une architecture, c'est un framework ou un principe qui est beaucoup utilisé comme dans les data platforms. Et pour pas que ça reste trop stérile, parce que l'architecture c'est quand même un petit peu aussi quelque part un peu stérile en présentation, je me suis mis un petit challenge de faire une démonstration à la fin. J'espère que ça va marcher avec deux outils qui utilisent des LLM pour rester bien tendance. Et en plus, on a la chance d'avoir deux personnes de Databricks qui vont vous présenter les use cases et qui ont aussi amené quelques goodies pour le quiz. Allons-y. Tout le monde est installé? Juste pour me présenter rapidement, j'ai déjà été présenté pour la partie LK. J'ai fait pas mal de choses avant d'être chez LK. J'ai fait quelques entreprises. J'aime beaucoup la montagne, j'ai une petite fille. Et j'ai même fait du logiciel libre à mes temps perdus il y a quelques années. J'aime toujours un petit peu l'esprit logiciel libre. D'ailleurs, pour la démo, j'ai utilisé du code libre. Qu'est-ce que c'est que la Data Lakehouse? Qui ici utilise un outil qui peut s'apparenter à la Data Lakehouse? Bon, très bien, je pense qu'on rentre dans le vif du talk, ça va intéresser. Je ne suis pas en train d'enfoncer des portes ouvertes. Donc, le Lakehouse, c'est une architecture, c'est un principe qui est derrière la majorité des data platforms aujourd'hui, avec des produits qui existent chez AWS, Databricks, Fabric, Google, Snowflake. J'ai mis par ordre alphabétique pour ne pas faire de jaloux. Et, y a pas donc c'est quelque chose aussi qui finalement, vous allez le voir, vient d'un historique avec la Data Warehouse qui est l'architecture classique et le Data Lake qui était l'architecture en vogue au début des années 2000 et qui a évolué vers les deux ont convergé vers le Lakehouse. Avec quand même, pour moi, je trouve, trois principes très importants. C'est finalement de reconnaître que on n'a pas un seul type d'utilisation de la donnée, donc on a différents workloads. On a besoin parfois de faire du batch, parfois de faire de l'évaluation temps réel. On a besoin parfois des données très agrégées pour du reporting, mais aussi de faire du machine learning sur des données très granulaires. Et on a aussi maintenant toute cette tendance avec le GenAI, donc d'utiliser potentiellement des modèles très gros. Donc voilà, il faut être capable de supporter ces différents workloads. Pour ça, on a besoin d'avoir différents types de compute. On ne va pas avoir utilisé la même machine pour faire un gros batch ou pour faire un streaming continu, on va vouloir optimiser ses coûts, ou pour faire du GenAI. À chaque fois, il va falloir adapter le compute et il va falloir aussi gérer la donnée qui est derrière ça. Tous ces workloads sur une data platform reposent sur de la donnée qui est très variée, elle aussi en typologie. J'ai déjà dit, elle peut avoir une granularité différente, elle peut avoir une structure très forte ou une structure très informelle quand on parle de vidéos ou de documents. Là aussi, la mode actuelle du GenAI remet ça vraiment à plat. On ne peut pas faire que du structuré, il faut vraiment traiter tout type de données. Est-ce que c'est important? Alors, je l'ai dit déjà un petit peu dans l'introductif. Aujourd'hui, tous les éditeurs s'intéressent au sujet, soit sous forme de produits vraiment Lakehouse directement, comme Databricks, Microsoft avec Fabric, Snowflake, Google, BigQuery, où là vraiment c'est des plateformes qui sont spécialisées pour le traitement de la donnée. On en a aussi une chez AWS, il y a Glue. Soit d'autres éditeurs qui sont moins connus pour ça, mais qui s'intéressent au sujet par rapport à la mise à disposition de données, donc que ce soit SAP, Salesforce ou Oracle. Clairement, ils ne peuvent pas ignorer le sujet, la donnée c'est de plus en plus important, il faut la valoriser, pour ça il faut la sortir des systèmes. Et donc, j'ai mis quelques mots-clés qui vont revenir après, par exemple le fait que chez Snowflake j'ai parlé d'un catalogue, que chez Oracle on parle de table iceberg ou chez Google aussi. Ça c'est des mots qui vont revenir dans la présentation détaillée de la Lakehouse. Jean-Claude, je te laisse présenter les deux use cases suivants. Il y a Albin qui va te donner un petit micro. C'est quoi?
C'est le micro. Bonjour micro. On a choisi 2 use cases parce que c'est plutôt des use cases Lakehouse. Databricks, c'est à peu près 12 000 clients dans le monde. Moi, je m'occupe de la Suisse romande, des clients entreprises. Dans Suisse romande, on a environ 40 clients. On doit en avoir 150 à peu près en Suisse, grosso modo. C'est plutôt des clients entreprises. AXA, c'est le leader en assurance. Ça a commencé en France. Aujourd'hui, on est présent dans le monde entier. Ils ont choisi une architecture Lakehouse pour pouvoir gérer du structuré et du non structuré et pour consolider plus de 50 sources de données différentes à un seul endroit. Et puis, ils avaient, comme beaucoup de clients qui font du Lakehouse, la volonté d'avoir la même source de données pour leurs projets classiques de BI, leurs données structurées, mais aussi pour leurs données non structurées, leurs données temps réel, et leurs données et commencer à faire de l'intelligence artificielle. La BI, c'est bien, on regarde vers le passé. L'avantage de l'intelligence artificielle, c'est d'essayer de prévoir le futur. Donc, ils ont choisi une architecture Lakehouse parce que ça mélangeait un petit peu tout ça. Et puis, incidemment, quand vous comparez le coût d'une architecture Lakehouse, même pour faire du data warehouse classique, c'était moins cher que d'avoir un vrai data warehouse. Moi, je suis assez vieux pour avoir connu les débuts du data warehouse. Et aujourd'hui, les systèmes data warehouse dédiés sont en train d'être remplacés par ces systèmes Lakehouse. Donc ça, c'était plutôt du structuré au départ. Et puis l'autre référence, c'est la SNCF. Alors eux, c'est un peu l'opposé. Il y a la même référence d'ailleurs chez LK, c'est des gens qui avaient énormément de données IoT. Ils ont des capteurs partout sur les trains, dans les rails, dans les lignes électriques. Et puis c'était de dire, toutes ces données, elles ont de la valeur, mais il faut qu'on réconcilie 2 teams qui ne travaillent pas forcément ensemble. Les gens de la data science qui s'intéressent à toutes ces données IoT pour faire de la maintenance, de la prévision, mais aussi les gens de la finance qui veulent savoir comment les rails s'usent, comment on refacture à quelle personne des choses. Et donc ça permettait d'avoir une réconciliation entre des teams qui sont la BI, la data science, l'intelligence artificielle. Le goal aussi, bon ça c'est la version officielle, mais c'était surtout d'économiser de l'argent, c'est qu'ils ont une target d'économiser en CO2, de montrer qu'ils économisent. Et incidemment, ils ont calculé que leur data warehouse sur du Lakehouse leur coûtait moins cher en CO2 que des architectures traditionnelles. Chez Databricks, on est un peu spécial, on travaille que sur le cloud, voilà, sur les 3 clouds. Ils ont aussi fait une migration de on-prem vers le cloud au moment du passage vers Databricks. Voilà, puis je suis à votre disposition si vous avez besoin de plus de renseignements. On vient d'annoncer que Databricks est gratuit pour un usage limité, même en version complète serverless. Donc si ça vous intéresse de mettre les mains dedans, c'est encore plus facile aujourd'hui. Ça va pour toi? Merci Jean-Claude, très bien, merci. Et du coup, donc, on a parlé de Data Warehouse et on va revenir un petit peu sur le sujet, pourquoi on est arrivé finalement au Lakehouse. On a toujours, c'est toujours une architecture valable, mais le Data Warehouse, qui finalement, c'est une base de données. Tout le monde, je pense ici, a déjà utilisé une base de données d'une manière ou d'une autre. Une base de données, c'est quoi? C'est un système assez monolithique où on a une interface très standardisée, le SQL en général, qui permet de gérer de la donnée structurée, donc sous forme de table. Et l'intérêt pour un développeur, que ce soit pour l'applicatif ou l'analytique, c'est qu'on a une garantie que la donnée est bien écrite. Et aussi, quelque chose qui va revenir, c'est il y a une gestion, il y a une gouvernance de qui peut faire quoi. Pardon, je n'ai pas le bon pointeur. Qui peut faire quoi sur la donnée, donc on a la partie d'autorisation. Donc ça, c'était la base de données qui a été spécialisée finalement pour faire du warehousing avec des propriétés spécifiques. On peut parler du fait qu'il y a du sharding. Alors il y a aussi du sharding pour faire l'applicatif, mais c'est encore plus fort pour l'analytique. Le fait qu'on ait besoin plutôt de lire les données en colonne qu'en ligne, donc d'avoir des formats de stockage qui reprennent ça. Voilà, donc c'est de pouvoir dire, si je veux faire une agrégation ou un filtre sur une colonne, je ne sais pas, toutes les commandes d'un client, ou alors je veux toutes les commandes entre une date et une autre date, je vais lire toute la colonne qui correspond et pouvoir accéder rapidement à la donnée qui m'intéresse sans charger toutes les lignes. Ça, c'était la base de données, la warehouse, qui a été massivement parallélisée avec une architecture assez simple, vue de loin, qui est de dire, si on veut paralléliser, le mieux,
c'est de découper la donnée sur des nœuds. Chaque nœud a une partition de la donnée. Il a donc du stockage, les disques. Il a du compute pour faire le traitement. Et puis, on va juste mettre une couche d'interconnexion parce que bien sûr, on ne va pas forcément toujours avoir la donnée disponible si on fait une jointure. Si on fait certains agrégats d'opération, on va avoir besoin d'échanger la donnée. Mais en tout cas, c'est quand même cette partitionnement de base qui peut être très, très puissante si on fait l'analyse justement sur cette dimension du partitionnement, ou très problématique si, au contraire, si on commence à faire des traverses, des agrégats sur des dimensions qui ne correspondent pas au partitionnement. Donc ce partitionnement, il a eu pas mal de problématiques, notamment pour pouvoir faire du scaling, si on veut augmenter ou diminuer la taille de la base de données pour s'adapter à l'usage courant. Le fait qu'il peut y avoir du skew, donc le fait que des partitions puissent être très différentes. Si vous faites un partitionnement, par exemple, sur votre portefeuille client par rapport au nom du client, quoi que vous fassiez, il y a toujours un moment où vous allez avoir une catégorie de clients qui va être plus grosse qu'une autre, et du coup, il y a un nœud qui va dormir et un autre nœud qui va potentiellement être très occupé. Donc ça, c'était l'architecture qu'il y avait jusque-là, qui a évolué déjà avec Snowflake, qui a trouvé un moyen finalement d'utiliser, de compléter cette architecture en disant la donnée n'est plus de manière résidente sur les nœuds, elle est de manière uniquement temporaire. Le mot, un peu le jargon, c'est la désagrégation, le fait de pouvoir dire je sépare le stockage du compute. Donc j'ai d'un côté mon stockage persistant à longue durée, sur quelque chose de pas cher qu'on va retrouver dans le lakehouse, et j'ai de l'autre côté le compute qui est alimenté, et tout le jeu est finalement de bien alimenter le compute. Le le data lake, qui est venu dans les années 2000, d'abord de manière privée chez Google et plus tard de manière publique open source avec Hadoop, a pris un peu un virage opposé. Il a dit, nous, on veut plutôt distribuer massivement et la donnée, on veut pouvoir l'avoir une certaine disponibilité. Ce qui compte, c'est la redondance et c'est le Lego, le fait de pouvoir jouer au fur et à mesure, de pouvoir adapter la puissance au fur et à mesure. Et de travailler aussi des données non structurées, c'est-à-dire des données sous forme de fichiers, sous forme de vidéos, de sons, de documents. Quelque chose qui était quasi impossible sur la warehouse. Ça a mené à des systèmes qui étaient très puissants. Malgré tout, Google a démontré ça, puisque finalement, c'est la base de leur infrastructure dans les années 2000, de pouvoir faire du scrapping, de pouvoir faire de l'indexation sur des milliers de nœuds d'ordinateurs. Mais ça a quand même aussi ses limites, puisque finalement, il n'y a plus ces règles qu'on avait dans la base de données, dans la warehouse, de pouvoir dire je fais des transactions, je suis sûr que ma transaction elle a une certaine cohérence. La seule chose qui est conservée dans le data lake finalement, c'est la durabilité, le fait qu'on a une redondance au niveau du stockage. Pour le reste, la collaboration est relativement difficile et du coup, on a cette notion d'orchestration. On va dire, moi je touche telle partie, toi tu touches telle partie. Ça c'est fait de manière impérative, donc par quelque chose, un chef d'orchestre au niveau. Donc ça, c'était vraiment ces deux approches assez opposées à la base. La lakehouse, elle est venue avec l'idée de rassembler ces deux pistes, de les mettre en une. Donc d'utiliser les avantages du data lake par rapport à la capacité de parallélisation, la capacité d'adaptation du compute, la capacité aussi de résilience, et rajouter ce qui manquait, ce qui était nécessaire pour pouvoir vraiment avoir le confort d'utilisation, le paradigme du SQL, d'une base de données. Comment ça s'est fait? Donc, peut-être le slide finalement le plus important, hein, donc, de dire on veut, en haut, est-ce que j'ai un peu illustré, dire on veut tout type de workload. On veut aussi des workloads qui sont relativement indépendants mais collaborent potentiellement sur la même donnée. Parce qu'on a la finance qui a ses propres cycles de reporting et qui va utiliser certaines tables spécifiques mais aussi des tables partagées. Par exemple, la liste des clients. Le marketing fait la même chose, utilise certaines tables en commun, mais pas du tout le même cycle. Eux, c'est plutôt les campagnes, c'est sporadique.
Et on a l'audit interne qui, lui, va toucher un petit peu à tout et en plus va ajouter des logs, des données semi-structurées, etc., etc. Pour servir ça, donc, on va avoir la nécessité de monter, de démonter, d'activer, désactiver différents computes. Et contrairement au warehouse, on ne va pas faire un provisionnement d'origine, on va faire un provisionnement dynamique. Ce provisionnement il est d'autant plus intéressant si on parle de cloud, comme Databricks, puisqu'on peut commander et relâcher des clusters, des machines de manière dynamique. Donc c'est vraiment voilà, c'est cette convergence, dire c'est fini le temps où pour faire de l'analytique, on va commencer par acheter du hardware et on va tout faire en fonction du hardware disponible. Si vous voulez plus de hardware, attendez l'année prochaine qu'on ait fait la commande. Pour ça, donc, par rapport au warehouse, on a fait donc ces désagrégations, dire le stockage doit être ailleurs, indépendant, et les nœuds, les clusters doivent pouvoir être alimentés de manière continue et dynamique. Ce qui n'empêche pas, ce qu'on retrouvait dans la data warehouse, c'est d'avoir du stockage local, mais temporaire, d'avoir un réseau très costaud pour pouvoir avoir une très bonne communication entre ces nœuds. Et là aussi, c'est des choses qui aujourd'hui sont disponibles à la demande, sont disponibles sans qu'on le sache finalement dans les clouds publics. On a un point important, on va revenir dessus, hein, le catalogue. C'est que c'est bien beau d'avoir toutes ces données disponibles, mais si on n'a pas de gouvernance, c'est quelque chose de problématique à nouveau. On n'a pas envie que les données sensibles de la finance soient vues par le marketing, et encore moins les données RH. Et ça, c'est vrai qu'à l'âge du data lake, ce n'était pas vraiment pris en compte. Hein. Databricks a commencé avec le data lake. On avait cette notion de workspace et c'est tout. On n'avait pas très peu de sécurité en dessous du niveau de l'espace de travail. Donc ça, on va revenir dessus. Le catalogue, c'est vraiment devenu quelque chose de clé pour la sécurité, pour la gouvernance, la découverte des données, la documentation. Et on verra aussi ça d'ailleurs dans la démo. Et en bas, donc le stockage qui, d'une part, est quelque chose de résilient, donc quelque chose qui est de haute disponibilité, quelque chose qui ne coûte pas trop cher. On a envie d'avoir de plus en plus gros volume de données, surtout si on veut faire du machine learning, du Gen AI. Et on a aussi envie, ça c'est là-dessus, ça revient un peu au slide d'introduction où il y avait tous les logos, on a envie que la donnée soit le plus facilement disponible. Ça c'est avec cette mode du zéro copie ou du zéro ETL, d'avoir la donnée qui est là directement disponible de manière vivante au format attendu par le lakehouse. Dernier point, le fait de pouvoir avoir l'abstraction, l'utilisation qu'on avait dans le warehouse, dans la base de données, le DBMS, c'est le fait donc d'avoir ces propriétés acides, le fait donc de pouvoir isoler les transactions sous forme de snapshot, le fait de pouvoir vraiment garantir la consistance des données et la durabilité, on l'avait déjà dans le data lake, voilà, c'est toujours le principe de base. Une fois qu'on a écrit une donnée, on doit pouvoir la retrouver. C'est quelque chose qui est garanti par le système. Donc, pour finir cette description du lakehouse, avant de passer à la démo, je pense deux points assez clés. Le catalogue, j'en ai déjà parlé pas mal, mais j'ai illustré un petit peu le fait que le catalogue, finalement, c'est votre point d'entrée aujourd'hui, qui est quelque part en front, hein, c'est une manière virtuelle en tout cas, par rapport au compute. Donc, le catalogue ici, dans le control plane, va toujours être quelque chose qui va vous donner l'accès ou pas à votre compute, même si à la fin, il y a une délégation d'accès, hein, c'est ce que j'ai illustré ici, vers le stockage. Pour ceux que ça intéresse de comprendre en détail ce slide, ça vous pouvez le retrouver dans le papier que j'ai écrit sur Medium, qui est cité à la fin. L'autre point, donc les table formats, qui est un peu l'appellation générique pour des choses qu'on va retrouver sous des noms comme Iceberg, Delta Lake ou Woody. C'est ce qui donne ces garanties acides. Donc on retrouve ici les trois premières garanties acides, Atomicity, Consistency, Isolation, qui permet donc de pouvoir
collaborer, de pouvoir avoir différents workloads, différents usages de la donnée en parallèle, mais pas uniquement, qui permet aussi d'optimiser les performances, d'éviter des chargements inutiles. Du fait qu'on a cette désagrégation entre le compute et le storage, on n'a pas envie que la première opération, ça soit finalement de recharger les nœuds pour enfin travailler. Non, on va minimiser les transferts depuis le stockage vers le compute. Et un point qui n'est pas apparent au début, mais qui est finalement quelque part le plus stratégique, le plus important, c'est le côté interopérabilité, d'avoir une donnée qui est l'actif le plus important dans lakehouse. Ce n'est pas le fait d'avoir sélectionné tel ou tel produit pour gérer le lakehouse. Le plus important finalement, c'est cette donnée. C'est la chose que vous allez garder sur le long terme, que vous espérez ne pas changer tous les 5 ans. Et du coup, vous avez besoin d'interopérabilité, vous avez besoin d'avoir un format commun, un langage commun sur la façon de stocker ces données. Et ça, c'est quand même plutôt assez incroyable. Finalement, on est passé d'un modèle très monolithique où on donne la donnée au DBMS, on donne la donnée à Oracle, Oracle la gère, et on a très peu d'idées sur ce qu'il y a dessous. Aujourd'hui, quand on fait un cours de data engineering, on va quand même expliquer aux data engineers, ouvrez le capot, dessous vous avez du Delta Lake ou du Iceberg, voilà comment ça fonctionne. Et c'est quelque chose qui, vous n'avez pas besoin de voir tous les jours, mais vous avez quand même un minimum de besoin de savoir ce qui est fait là-dedans, la structure de ces formats de données. Et donc voilà, dernier slide un petit peu technique, c'est pour vous montrer qu'il y a eu une évolution, il y a différentes familles. On est venu finalement de Hive, qui était le premier table format sur l'écosystème Hadoop, qui finalement disait juste, j'ai un catalogue, le Metastore, qui pointe sur des CSV ou du parquet, des fichiers donc de données. Et voilà, c'est tout. Maintenant, il y a toute une logique qui est un petit peu différente entre Delta et Iceberg, de dire j'ai la donnée, toujours, en bas, mais cette donnée qui est décrite sous forme de partition, de micro-partition, j'ai de la métadonnée qui permet de dire quelle est la bonne version à accéder, qui permet de garantir l'isolation entre les transactions et aussi la performance, donc de minimiser le type d'accès. Avec, en plus, là on a toute l'actualité, hein, c'est que dans les semaines qui viennent de se passer, il y a eu des annonces pour dire que le fait qu'on ait deux systèmes vraiment séparés, c'est de moins en moins vrai. On a maintenant Iceberg version 3 qui a repris certaines features de Delta Lake qui montrent une convergence. De moins en moins, il y a de moins en moins de différences au niveau feature et il y a de plus en plus de compatibilité. Databricks a annoncé justement que leur catalogue était capable de gérer les deux formats de manière complète, donc read-write des deux côtés. Du coup, on a parlé de any workload, any compute, any data. Comment est-ce qu'on s'assure de est-ce que cette interopérabilité, elle est vraie finalement? Puisque, bien sûr, Databricks va vous dire c'est repérable, mais venez chez nous, mettez toutes vos données chez nous, on va l'utiliser, la valoriser pour vous. Mais finalement, est-ce que c'est vrai que cette donnée, elle est exploitable, on peut l'extraire de manière facile et finalement être capable de gérer, de construire un lakehouse qui correspond à notre identité, à nos besoins. Donc j'ai pris, je me suis dit, il faut que je vais montrer quand même la version intégrée, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez remarquable, hein, ces plateformes, de dire j'ai Genie, je peux faire des requêtes en langage naturel, je peux parler avec ma donnée, je vais avoir un résultat et un affichage. Tout ça dans un environnement intégré, je me soucie de rien. La sécurité est vraiment gérée, l'accès à la donnée est vraiment géré par derrière. Après, je me suis dit, mais est-ce que finalement, je ne pourrais pas utiliser ces données dans un chatbot, avec des LLM standards génériques, donc dans Claude. Et une possibilité, ça aurait été de dire, je fais la même chose que le premier cas, en changeant juste l'accès. Je vais accéder à la donnée depuis l'application Claude Desktop à travers un serveur MCP. Donc ça aussi, MCP, c'est quelque chose d'assez récent, ça date de mars-avril. Par là, ça a été annoncé par Anthropic, par le créateur de Claude,
de standardiser finalement l'accès à la donnée pour éviter de devoir réécrire, de devoir me spécifier ou de recréer toute une couche de glue nécessaire à découvrir et utiliser les services, les agents AI. J'ai augmenté un petit peu le challenge, je me suis dit non, on va accéder la donnée où elle est dans le lake storage. On va juste utiliser la capacité d'interopérabilité du catalogue. Je ne vais pas court-circuiter la gouvernance, je vais respecter la gouvernance, mais je ne vais pas utiliser de compute, je ne vais pas utiliser toute l'infrastructure sur Databricks, je vais juste utiliser le nœud de gouvernance qui est le catalogue. Donc voilà, je vais vous montrer les deux solutions extrêmes. J'espère que ça va marcher. Avec les LLM, on est toujours un petit peu surpris. J'ai fait ma répétition dimanche soir. Ça avait changé par rapport à quand j'avais préparé. Et j'ai refait un test ce soir et c'est revenu comme c'était il y a quelques jours. Donc c'est un petit peu... Il y a LLM et aussi que Claude est en bêta. Donc il faut parfois des petites surprises. Mais voilà, j'espère que vous allez être tolérants par rapport aux résultats. Donc commençons par la version Databricks avec Genie, qui est l'outil de requêtage ou d'utilisation de la donnée sans avoir forcément toutes les connaissances du SQL. Pour commencer, je vous présente un petit peu le cas. Donc j'ai chargé une table, hein. Je ne me suis pas fait un cas complet, c'est une démo, restons modestes. Une démo, sur une table, j'ai chargé un dataset public qui contient des mesures météorologiques sur une année, toutes les 10 minutes. Et là-dessus, j'ai sélectionné quelques colonnes. Voilà, j'avais déjà préparé cette table. Je l'ai passée dans un format qui me permet d'exploiter aussi bien avec Databricks, donc en Delta Lake, que Iceberg. C'était avant les annonces récentes. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Uniform, parce que ça, c'est l'uniforme, c'est l'appellation de ces tables qui à la fois sont compatibles dans les deux formats. On peut directement regarder ces données. Voilà. Donc voilà, on retrouve ce que je disais, toutes les 10 minutes, des données que j'ai sélectionnées. J'ai pas pris, il y avait 21 colonnes, j'en ai pris que 4. Ça me suffisait pour mon cas. Et directement passer dans Genie. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut demander de manière simple pour une démo en quelques minutes? Ça va être un petit peu compliqué d'une main. Donc, demandons-lui finalement quand même de faire un petit peu de calcul, de ne pas juste faire un graphe de ma série temporelle et voir s'il arrive à retrouver finalement ce qu'il faut, faire un SQL propre, une génération propre et l'affichage. Donc ça, c'est l'affichage Genie. On voit le résultat, on peut vérifier qu'il a fait quelque chose de pas trop fou. Et donc, a priori, il s'en est bien sorti. Je vérifie aussi pour ma démo. Il a généré le SQL, il l'a exécuté et il a affiché une table. Et maintenant, je peux lui dire aussi de faire un affichage. Ah, il l'avait mis dessous, pardon. Je pensais qu'il n'avait pas mis. Donc, on a affichage. On peut lui demander d'ajouter le min. Il faut que je fasse attention de ne pas faire du français au milieu de mes... Pareil, on va quand même vérifier, s'assurer qu'il n'a pas fait n'importe quoi. Et ici,
on a la moyenne, le min et le max. Je vous disais que c'était variable, c'est que la première fois que j'ai fait ça, je n'ai pas mot pour mot, puisque je n'ai pas noté mes prompts directement, il avait fait une petite erreur, c'est qu'il avait mis le min et le max sur un deuxième axe Y, et du coup, l'échelle n'était pas la même, et la moyenne dépassait le max. Ça faisait pas très joli, ça se voyait vite fait qu'il y avait un petit souci. Mais là, depuis, je ne sais pas si... Est-ce que Jenny, à chaque fois que tu vas poser des questions, quand tu vas raffiner ta question, il va mémoriser derrière et elle ne fera pas la même erreur. Il tiendra compte de ce que tu as demandé avant. De la même manière, tu vas voir que plus tu poses de questions, plus ça va vite. Parce qu'il prépare derrière les requêtes. Mais il y a un glitch sur lequel je reviendrai plus tard. Il y a quand même une erreur. Je reviendrai plus tard. Du coup, je me suis dit, bon, c'était relativement simple. Avant de passer à Claude, faisons quelque chose un petit peu plus compliqué. Et ça va être un petit peu long à taper, je suis désolé. Je vais poser le micro. Donc, je lui demandais finalement quels sont les plus gros écarts par rapport à la moyenne mensuelle. Ce prompt-là, je dois te dire qu'il n'est pas direct. J'ai dû un peu le travailler pour éviter les ambiguïtés. J'ai dû rajouter quand même le daily. Sinon, il pensait qu'il faisait déjà une moyenne sur la température. Et au début, finalement, il m'a proposé de faire la différence entre le monthly average, donc la moyenne mensuelle, et le yearly average. Comme quoi, c'est très bien, c'est de faire du langage naturel. Il faut aussi s'assurer finalement que ce qu'on écrit, c'est pas trop ambigu. Sinon, forcément, la machine elle peut l'interpréter d'une manière ou d'une autre. Du coup, voilà, il a fait sa génération, et il m'a sorti les top 3. Donc, je pense de mémoire que c'est les bonnes dates. C'est plutôt juste. Et on peut regarder aussi, voir justement que c'est un SQL un petit peu plus compliqué avec un CTE qui a pas même plusieurs composantes. Et on pourrait forcément dire que le SQL est plus ou moins bien. Mais finalement, je pense que ça, c'est un petit peu la même discussion quand on est passé les différentes couches de langage, quand on est passé de l'assembleur au C, du C au Java. On a peut-être perdu en précision à chaque fois sur certaines choses, mais on a tellement gagné sur d'autres points que je pense c'est pas là-dessus, je pense qu'il faudra tenir rigueur. Et de toute façon, toute critique devrait aussi être prouvée par un benchmark. Dire oui, mais s'il avait fait autrement, peut-être que j'aurais pu gagner sur ma facture mensuelle. Donc essayons de faire un petit peu quelque chose de similaire avec Claude. Et vous allez voir, finalement, ce qui est intéressant, c'est que Claude est beaucoup moins spécialisé. On voit bien que finalement, Jenny, il a une sorte de template de raisonnement. Il va d'abord comprendre la requête, il va générer un SQL, il va récupérer des données, et à partir de ces données, il va faire un plot. Claude, il peut faire différentes choses, il peut répondre à différents types de questions. Il peut aussi, vous allez le voir, s'appuyer sur d'autres connaissances qu'il a par ailleurs. Et parfois, ça donne des... Voilà, je trouve qu'il y a un côté un peu plus artistique. Donc le setup que j'ai fait, c'est de prendre Claude Desktop, de lui ajouter une extension, donc sous forme d'un serveur MCP local, que j'ai peut-être mal nommé, mais qui s'appelle donc Iceberg, et qui me permet d'accéder à ma donnée au niveau du Lakehouse. Je pourrais, si le temps le permet, vous montrer un peu plus l'architecture pour ceux que ça intéresse. Mais au final, ce qu'on a ici, c'est un petit exécutable Python
sur mon desktop qui, lui, a tout ce qu'il faut pour accéder au catalogue, pour extraire la donnée et pour la filtrer. Donc première chose, comme je disais, Claude n'est pas dédié à mon lakehouse comme Genie, il n'est pas conditionné là comme ça, donc il faut quand même que je lui dise finalement de quoi je parle. Si je lui dis quelle est la température, il va me dire mais la température où? Donc je vais lui dire quelque part que je m'intéresse à ce qu'il y a dans mon iceberg. On va enlever la ponctuation, ce sera plus rapide. Donc ça, c'est la partie qui avait disparu il y a 2 jours. Ils l'ont remis. On a on a un extrait de son raisonnement, ce qui est bien pour finalement ma démonstration. Donc ici, là, on a la requête qui est envoyée, qui est suivie par le serveur MCP, qui est une requête standard du catalogue Iceberg, c'est donc de lister les tables. On a même le résultat sous forme de JSON, mais on va peut-être regarder plutôt ici. Il me dit, voilà, il a trouvé dans le schéma Silver ma table Weather Uniform que j'ai exposée. Et tout de suite, là pareil, peut-être parce qu'il a mon pré-contexte, il me dit, je vais t'expliquer ce qu'il y a dans cette table. Parfois il ne le fait pas, parfois il le fait. Donc là, il a été capable, voilà, pareil, de lire le schéma. Et à partir de ça, il a fait sa petite description. Parfois aussi, là je suis en mode, dans Claude, j'ai mis le mode standard, je crois. On peut aussi passer en mode explanatory, par exemple. Et là, il va être encore plus verbeux. Il va commencer justement à enrichir avec sa propre interprétation de ce qu'il a lu dans la table. Et voilà, on voit même, il va faire une petite introspection. Il a rajouté une requête qui aide à aller lire quelques lignes pour se rendre compte finalement un petit peu mieux du contenu de la table et pouvoir faire un compte-rendu plus évolué. C'est beaucoup plus... Après, on a des choses qui, à mon avis, sont très critiquables. Il a pris 10 lignes et il commence à faire un peu une sorte d'extrapolation sur les ranges des valeurs. C'est à prendre un petit peu avec des pincettes. Donc, une fois qu'on a un peu mis ce contexte, on va refaire un petit peu la même chose. Donc, on va lui demander de faire un plot sur les températures moyennes. Et là, moi j'adore ça, c'est le mode machine à écrire. Je me dis qu'on a fait maintenant quoi, 70 ans, 80 ans d'informatique, à optimiser des processus, à faire des systèmes de plus en plus complexes. Et à la fin, on utilise une grosse machine, un gros LLM pour écrire du HTML. Moi ça, je trouve, voilà. Je me dis, finalement, c'est beau, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose de utile, soutenable? Je sais pas. Donc là, il a fait son plot. Pareil, c'est l'effet démo. Pourquoi est-ce qu'ici, il m'a mis quelques milliards en haut de l'axe Y, je ne sais pas. Mais il a réussi quand même, malgré tout, n'ayant vraiment que très peu de contexte sur le lakehouse, sur la donnée. Il a réussi à se faire sa propre idée aussi, à faire sa requête et à faire le plot. Il a même fait un peu de zèle. Il a dit voilà les min et les max par mois, voilà l'annual average. Il a mis sa petite interprétation de ce qui finalement qu'est-ce qu'il a pu voir dans les données.
Et puis, on peut aussi justement lui dire, ce que j'avais fait l'autre fois, dans l'autre. Et là, on a encore plus la machine à écrire. Il efface et il refait. Ouais, je trouve ça pareil. C'est très bluffant, mais comme je dis, c'est. Est-ce que finalement, c'est ce qu'on attend de l'informatique moderne? Ah oui, il s'est rendu compte qu'il a mis la donnée. Maintenant, il va rajouter le HTML et je pense qu'il fait du SVG pour afficher proprement à la fin. Et en plus, voilà, là, il a à chaque fois la génération. On peut voir les différentes générations de son extension. On va lui laisser un petit peu le temps de finir, parce que là, du coup, comme j'ai fait ça en 2 fois, j'aurais peut-être pas dû, ça l'a un petit peu mis sous pression. Et malgré tout, les deux systèmes ont fait un peu la même erreur. On va voir, enfin, la version finale de. Oula, là, je crois qu'il est un peu parti loin, parce qu'il n'a jamais mis autant d'itérations pour réussir à faire ce petit problème. Voilà, donc, pardon, j'ai parlé trop tôt. Travail de data engineer. Claude a réussi à trouver le petit problème du dataset, ou la petite ambiguïté de ma demande. Dire qu'en fait, dans l'intitulé même de la table, c'était mesure sur l'année 2020. Il se trouve qu'en fait, il y a un point de mesure en janvier 2021. Il doit être à minuit 10 le 1er janvier. Et donc lui, il a vu ça, il a réussi, il s'est dit, bah voilà, quand on parle de mois, c'est pas janvier à décembre, c'est mois-année. Ce que finalement, si on revient ici, Génie n'a pas fait. Et donc quand il a fait le plot, ce qui est dommage, hein, parce qu'il avait fait le SQL était juste. Dans le SQL, on a bien la colonne année, la colonne mois. Mais quand il a fait le graphe, il a oublié qu'il y avait potentiellement plus de points que les 12 mois calendaires. Et donc on a 2 points au mois de janvier. Travail classique, hein, finalement, de data engineering. Le problème paraît simple, il faut aller au bout des choses, il faut faire sa vérification sur toute la donnée et prendre un regard critique sur ce qu'on fait. Voilà. Je pourrais aussi demander les anomalies, la déviation, mais bon, je pense que ça n'apporterait pas forcément grand-chose par rapport à tout ça. Une autre expérience aussi, finalement, justement, on vient de voir là, il a itéré, il a eu un petit peu pédalé pour réussir à répondre à mon problème. Ça, je pense que c'est aussi une des choses avec ces outils, c'est que la séquence de travail a un impact. Si là, maintenant, je fais un nouveau chat, donc je vide le contexte, et je lui redemande de me faire le plot propre directement, il va avoir une approche probablement différente. Non seulement, voilà, il va peut-être itérer moins, mais il va peut-être faire du SQL différemment, donc il va extraire la donnée de manière différente. Et ça aussi, je crois qu'on a eu la discussion à midi avec Philippe, qui est dans la salle. Comment on va s'assurer que les choses qu'on fait sont répétables avec ces outils? C'est loin d'être évident. Je ne sais pas où on en est au niveau timing. Émeric, Alexandre. On va commencer le Q&A. Donc Jean-Claude me souffle que oui, on a, pour ceux que ça intéresse, on a un bootcamp organisé par Databricks et LK à Genève le 26 juin. C'est une demi-journée. Ça ne s'adresse pas à des experts. Vous pouvez venir avec un niveau d'analyste ou de data engineer mais qui ne travaille pas avec Databricks. Vous allez apprendre quelque chose, il faut venir avec votre laptop, c'est vraiment un bootcamp. Vous venez et vous faites quelque chose, et à la fin, vous avez même, je crois, une souscription, c'est ça
Allons-y pour les questions. Alors moi j'ai une question, Antoine. Tu parlais du côté répétable de si tu fais une nouvelle requête. Que ce soit dans Claude ou dans Gemini, est-ce que tu as un moyen de configurer la température de ton LLM qui tourne derrière ou des choses comme ça? Alors, je peux répondre sur ce que je connais. Dans Claude Desktop, j'ai pas vu ça. J'ai regardé tous les réglages plusieurs fois, justement, parce que j'avais d'autres problèmes. Mais il y a très peu de paramétrage. Dans Jenny, je sais pas. Ouais, dans Databricks, tu prépares en fait Gemini, c'est pas magique. Hein. Ça prend tout le contexte de l'environnement et ce contexte, c'est l'ingénieur data qui le fixe dans ce qu'on appelle une Jenny Room. Et puis ce qu'il y a de bien avec Gemini, c'est qu'il génère le code derrière. Donc un data engineer reprend le code et il relégie dans un code. Ça se fait comme ça, le forecast, etc. Donc ouais, tu peux paramétrer certaines choses et ça c'est le boulot du data engineer. C'est un outil pour le métier, mais c'est paramétré quand même par un data engineer derrière. Concernant les données non structurées, plus particulièrement vidéo, images, etc., est-ce qu'on arrive à avoir ce même type, parce que là on est sur des données structurées, si je ne me trompe pas, hein, est-ce qu'on arrive à avoir, même si ce n'est pas tout à fait correct, ça reste quand même un taux de satisfaction de 90% ou 80% en termes de réponse, après bon, il faut corriger, mais sur vidéo, images, ce genre de choses. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui, avec cette solution par exemple, ou ce modèle d'architecture, à ce niveau de reconnaissance, je ne sais pas, trouve-moi un chat, ou trouve-moi un truc sur une photo, ou une vidéo, ou au niveau des données, hein, donc non structurées, vu qu'on arrive quand même avec des... Ça devient de plus en plus énorme. Bah, c'est vrai que là, indépendamment de Gemini ou Claude, on utilise donc des modèles qui sont dits modèles fondationnels. Donc leur but, c'est ça, c'est d'être généralisable. C'est d'éviter que pour un problème donné, on fait un entraînement machine, du machine learning. Oui, enfin aujourd'hui, c'est quelque part, c'est ce qui se fait c'est ce qui se fait de mieux. On peut toujours aller plus loin en faisant un modèle spécifique, mais voilà, c'est la puissance de ces modèles et pourquoi tout le monde en parle, tout le monde investit là-dedans. C'est cette capacité à répondre à un nombre infini de problèmes, alors qu'avant, chaque modèle était très verticalisé, très pointu sur un sujet. Je ne sais pas si je réponds à la question. Ouais. Et en fait, la question, c'est il y a des modèles de plus en plus spécialisés, donc on parle plutôt d'agents maintenant. Les gens n'ont pas un gros LLM qui fait tout, ils ont plusieurs agents qui font travailler. Après, ce qu'on veut, c'est travailler souvent sur nos propres données, c'est ce que font les entreprises. Tu fais un chatbot, tu t'appelles Ford, tu n'as pas envie que le chatbot il recommande des manuels de la concurrence. Tu ne vas pas utiliser un modèle complètement générique entraîné sur des données publiques. Tu vas entraîner ton modèle ou tu vas le spécialiser avec du RAG sur tes données. Donc il faut voir qu'en amont, tu peux avoir des bonnes données. Et tu n'es pas de la donnée brute. Donc toutes tes photos, tu les auras peut-être pré-processées pour y associer des métadatas. Ça aura été vérifié, contrôlé, et de manière à ce que ça donne des résultats de haute qualité. Parce que tu ne veux pas du 70% de réussite, tu veux du 100% de réussite, en tout cas pour être sûr que ça recommande bien une bagnole Ford et pas une bagnole. Et l'exemple Ford, il est parlant parce qu'au début, ils n'ont pas du tout traité leurs données en amont. Ils ont juste balancé tout ce qu'ils avaient et puis le machin a commencé à recommander des bagnoles de la concurrence. Donc l'entraînement des données. C'est un passage obligé, quoi. La qualité des données, l'intérêt de la Databricks, pourquoi les gens utilisent la plateforme data pour faire ce genre de choses, c'est justement pour être sûr que les données sont de bonne qualité et qu'on a un modèle qui résonne. Le modèle qu'utilise Databricks dans Gemini, il n'a rien de très particulier, c'est juste un modèle conversationnel. Par contre, l'intelligence, elle est dans les données qui sont derrière, et les métadatas qu'on a, et les noms d'état, et des choses comme ça, et l'intelligence qu'on a. Donc c'est pas, il n'y a rien de magique. Voilà. Okay. I will make the question in English, all right? What do you do with real-time data? How do you move real-time data to data lakehouse? Donc, pour les données temps réel, on va parler de streaming. Il y a différentes façons de faire du streaming. Celle dans le lakehouse, c'est une manière un peu spécifique. Hein, on parle de micro-batch, ou de structured streaming pour Spark. Et c'est le fait de dire on a des processus constants et qui soit basés sur la quantité de données qui est arrivée, soit basée sur une périodicité maximum, va aller lire ce micro-batch, le traiter et
dans le sens que c'est au-delà de l'ingestion. Parce que ce problème d'ingestion, il y a aussi une problématique, c'est comment on va mettre à jour nos différents calculs, nos différentes données transformées, sans recalculer tout le modèle. Donc voilà, pour ça, il y a tout des mécanismes qui font que uniquement les deltas vont être processés. Si on travaille sur un average, uniquement le delta sur une fenêtre va calculer, etc. Donc ça, c'est possible dans le lakehouse. Bien sûr, lakehouse reste quand même un système analytique ou AI. C'est pas quelque chose qu'on va utiliser si on veut faire de l'échange de données entre applicatifs à haute vitesse sur des choses bien particulières. Ça reste quelque chose quand même qui est analytique, avec beaucoup de capacités, mais certaines limites. Et de la même manière, on a parlé de Delta ou de Iceberg, ça permet de faire de l'insertion en streaming, mais ce n'est pas aussi capable qu'un système de base de données classique pour des problèmes de transaction. Une question. Attention, il y a le cube qui arrive. Dans votre exposé, vous avez dit que l'architecture en fait se stabilise et qu'on va vers cette direction vers interopérabilité entre différents genres de processing. Est-ce que le message derrière, c'est que finalement les vendeurs, ils enlèvent cette feature qui est grosso modo le lock-in et qu'ils veulent qu'une solution particulière aurait une ouverture avec d'autres solutions éventuellement en fait, qui sont là pour... Je pense que c'est un peu le sens de l'histoire, et c'est l'évolution qu'on voit. Si on recule de 3 ans en arrière, de 3-4 ans, à l'époque, on avait déjà Databricks, qui a toujours eu cette... Databricks, à la base, c'était fondé par les gens qui ont fait Spark. Spark, c'est un logiciel Apache, un open source, de traitement de la donnée. Et c'est resté, je pense, dans l'ADN de l'entreprise de dire, on fournit du service, on fait de l'intégration de services sur le cloud, mais le lock-in est quand même minimum puisque les technologies qu'on utilise, vous pouvez les utiliser par ailleurs. C'est le cas de Spark, c'est le cas de Delta Lake. Et donc, comme je disais, il y a 3 ans, face à ça, on avait des concurrents comme BigQuery chez Google, Snowflake, Glue chez AWS, et tous venaient quand même d'un monde de lock-in, de monde plutôt modèle Oracle, où les données, on les rentre dans le système et c'est le système qui gère de manière boîte noire. Aujourd'hui, 2025, tous ceux que je vous ai cités, ils ont une ouverture vers ce qu'ils appellent des tables externes, le fait de pouvoir utiliser des données hors de leur système, de pouvoir pas uniquement les utiliser, puisqu'il y avait déjà des tables externes dans Snowflake il y a 4 ans, mais il y avait un écart de performance de 10 fois entre utiliser une table externe et une table interne. Aujourd'hui, ils ont optimisé la partie externe, ils ont même mis au open source leur catalogue. Donc vraiment, on voit qu'il y a cette évolution, et ça va dans le sens que je vous disais, c'est l'actif le plus important, ce n'est pas le fait d'utiliser une technologie ou une autre qui va être obsolète, qui va être renouvelée, c'est plutôt de dire c'est la donnée, je veux la garder et je veux pouvoir la garder le plus longtemps possible. Et je veux aussi éviter les migrations. On sait ce que c'est que des migrations de données. C'est quelque chose d'excessivement cher, risqué, et qui interrompt le business, etc. Chez Databricks, on a toujours travaillé sur des open source. On est des gros contributeurs à Spark, à Delta, mais aussi des gros contributeurs à Iceberg. Par contre, des fois, il y a beaucoup de standards, même si c'est ouvert. Les deux standards qui se battent en duel pour stocker des données structurées et non structurées. Sur le cloud, c'était Iceberg versus Delta. Iceberg, c'était poussé par Snowflake, Delta, c'était poussé par Databricks. Maintenant, les deux sont en train de merger. Il y a très peu de différences, c'est en V4 dans les deux standards, mais pratiquement pareil. Par contre,
c'était une question ouais. Monsieur? Point de vue autorisation, comment ça se passe pour l'accès aux données, le contrôle d'accès? Donc voilà, le catalogue, hein, ce que j'ai montré dans quelques slides plus tôt, ça devient le point de contrôle, mais ce n'est pas le point de calcul. Avant, on avait les deux en un. On avait sur Oracle, on a finalement un accès sur un point SQL qui va interroger le catalogue interne pour dire est-ce que l'utilisateur qui vient a le droit de faire la requête qui est demandée. Là, c'est le catalogue finalement qui a cette connaissance, donc il y a forcément une confiance qui doit s'établir entre le catalogue qui a la connaissance, la métadonnée, et le compute qui lui fait l'accès effectif à la donnée. Avant, comme je disais, dans le data lake, on ne s'embarrassait pas de tout ça, on donnait accès au data lake et c'était plutôt la confiance, c'était que justement les utilisateurs n'allaient pas abuser ou les computes n'allaient pas abuser de la donnée qui leur était allouée ou le container de données qui était alloué. Aujourd'hui, on est beaucoup plus fin. Et ça, alors je vous encourage, si ça vous intéresse, à prendre ce QR code, puisqu'il y a vraiment la réponse détaillée finalement, comment c'est fait aujourd'hui dans Databricks, à la fois pour des tables managées, donc des tables qui sont intégrées dans le système, et si on veut ouvrir ça à un compute tiers, avec ce qu'on appelle le credential vending. Donc le fait de pouvoir donner de manière temporaire un accès sur une table, sur une collection dans le data lake. Les clients, ils ont besoin des choses très fines maintenant parce qu'il y a un combat dans les entreprises entre les data scientists qui veulent accéder à toutes les données pour trouver des patterns, pour entraîner des modèles, et puis l'IT ou la sécurité qui va dire attendez, c'est pas le Vietnam, il y a des règles, vous n'avez pas le droit d'accéder au numéro de carte bleue. Et c'est pour ça que dans alors le mot est mal choisi peut-être chez Databricks, mais Unity Catalog, vous allez pouvoir gérer le masquage d'une colonne ou d'un row de certains types. On va définir des rôles. C'est le rôle des catalogues comme Unity Catalog ou Polaris de contrôler aussi l'accès, mais aussi de faire le lineage. Et puis il ne s'agit pas de contrôler seulement l'accès aux data. Si vous laissez l'accès au dashboard, vous avez un outil par lequel les gens peuvent vous piquer vos données, ou si vous laissez l'accès au modèle, donc il ne s'agit pas juste, c'est un peu plus compliqué qu'avant, il ne s'agit pas juste de protéger les data, il faut protéger les modèles, il faut protéger les dashboards, il faut protéger les applications, et tout ça en gérant des rôles parce qu'on a des milliers de clients derrière. Tout ça chez Databricks c'est fait dans l'Unity Catalog. On a des clients qui viennent à cause de Unity Catalog sur Databricks pour avoir une gouvernance centralisée. Et voilà, pour ceux que ça intéresse, il y a juste ce slide que je n'ai pas présenté, qui est justement l'architecture que j'ai utilisée pour connecter donc, Claude avec une stack open source. Donc j'ai utilisé Iceberg et DuckDB. C'est une très mauvaise architecture du point de vue performance, mais c'était pour faire la démonstration que ça marche.